Dans la ville sainte d'Atlanta, en ce jour, une jeune fille sortit pour se montrer à la foule. C'était la sainte Béatrice Combelle. Les gens l'aimaient et l'admiraient, croyant qu'elle était celle qui sauverait l'Empire. Ils croyaient qu'elle empêcherait les malheurs sur sa terre et aussi qu'elle ferait revivre l'Empire, Kyrix. L'empereur ordonna de nommer la sainte comme princesse héritière et le duché de Combelle s'efforça de faire d'elle la fille parfaite qui serait digne du trône, mais personne ne l'avait jamais vue utiliser le pouvoir sacré, ce qui inquiétait les gens, mais elle était néanmoins sous la protection du temple, ce qui signifiait qu'il devait y avoir une autre raison pour laquelle elle n'utilisait pas le pouvoir sacré et il ne pouvait qu'avoir confiance en elle. L'Empire avait un oracle dont les paroles ont été transmises dès sa fondation. Un saint apparaîtra qui fera revivre l'Empire et qui, à l'avenir, sauvera tout le monde du désastre grâce à son pouvoir. Tel était le message de l'oracle. Mais même si l'héroïne est choisie, elle ne peut toujours pas utiliser le pouvoir sacré, et le père, pour garder ce secret, en utilisant l'influence du grand prêtre, l'a enfermée dans le temple d'Atlanta. Et si l'on se rend compte qu'elle ne peut pas utiliser les pouvoirs sacrés, alors tout le monde se détournera d'elle, et elle doit donc essayer d'être une sainte parfaite. Elle a dit que si elle devient comme ça, alors les pouvoirs sacrés pourront s'épanouir. Plus tard, une servante de l'église s'approche de la sainte et lui propose d'aller se reposer, car elle a prié tard la veille, et dans l'instant, une autre femme vient lui annoncer que l'héroïne a reçu une lettre, envoyée par le duc de Combelle. Cette nouvelle la surprend beaucoup. C'est la première fois qu'elle reçoit une lettre de son père, la première en 10 ans, et elle dit qu'il a une affaire très importante, qu'il a déjà parlé au premier prêtre et qu'elle doit donc revenir immédiatement au duché. Ce n'était pas intentionnel, mais l'héroïne a dit que son père l'avait enfin reconnue, et 2 servantes ont entendu cela, et elles étaient sincèrement heureuses pour l'héroïne, car sa maison lui manquait beaucoup, et la jeune fille a rougi, assurant que ce n'était pas vrai, et les servantes en ont ri, car elles n'avaient jamais vu la sainte comme ça auparavant. La servante l'accueillit dès sa descente du carrosse et lui annonça que son père l'attendait dans le jardin. Elle se sentit mal à l'aise en s'y rendant, ne s'attendant peut-être pas à une grande hospitalité, mais le jardin était étonnamment calme. En s'approchant, elle entendit un rire étrange, et en un instant, elle vit son père et son frère jouer avec une fille, et ce comportement déconcerta l'héroïne. Elle n'avait jamais vu son père rire comme ça. Il était habituellement très strict avec tout le monde, et il ne lui montrait même pas son apparence joyeuse, mais maintenant il semblait heureux, et cette fille, qui était une inconnue pour elle. Dès qu'elles se sont regardées, la petite fille, criant sa joie de voir sa sœur, a couru vers elle, mais alors qu'elles étaient presque face à face, l'héroïne a vu un sourire étrange, et la petite fille est tombée, juste derrière elle. Les hommes se sont immédiatement précipités sur l'enfant tombé, ignorant Béatrice, et en un instant ont commencé à l'accuser d'avoir abusé de l'enfant, et c'est tout ce qu'elle a pu faire lorsqu'elle est revenue après 10 ans. L'héroïne tente de se justifier en disant qu'elle n'avait pas l'intention de la renverser, mais personne ne veut l'écouter, affirmant qu'une personne comme elle n'a jamais rien fait de bien, et il semble que ce comportement soit la raison pour laquelle elle a été expulsée du temple. Le père fut interrompu par son frère, qui lui assura qu'il semblait que l'héroïne n'était pas encore au courant, ce qui était suspect, puisque la sainte occupait la plus haute position dans l'Église, mais qu'elle ne connaissait toujours pas la nouvelle qui parlait pour elle. À ce moment-là, la jeune fille prit la parole, lui assurant qu'il n'y avait rien d'étrange, que sa sœur devait être tellement excitée par le voyage qu'elle avait manqué toutes les nouvelles importantes. Après quoi, une boule blanche apparut soudain dans ses mains, et toute sa robe, qui était maculée de boue parce qu'elle était tombée, devint propre en un instant. Après cela, son père déclara qu'il s'agissait d'un pouvoir sacré, qu'elle ne pourrait pas maîtriser même si elle essayait toute sa vie, et la fleur de l'oracle refleurit. La fleur de l'oracle, cette fleur secrète choisissait les saints de l'Empire. Elle a choisi Béatrice comme sainte il y a 10 ans, mais après 10 ans, la vieille fleur a refleuri, le temple l'a prise comme l'apparition de la vraie, la nouvelle sainte déterminée par Dieu, une fille aux cheveux noirs et aux yeux rouges. Et cela signifiait que l'héroïne n'était plus une sainte, elle était maintenant Lina Combelle, et cela la choquait. Elle n'en croyait pas ses oreilles, ne comprenant pas comment cela était possible. La fleur ne pouvait pas refleurir, et elle n'était plus une sainte. Et qu'en était-il des 10 années qu'elle avait consacrées à Atlanta? Et maintenant ils parlèrent de cette fille.
Après avoir entendu la nouvelle, la jeune fille a ajouté qu'elle faisait désormais partie de la famille Combel, et son père a déclaré qu'elle était une enfant précieuse et qu'elle devait donc être bien traitée. Ce que l'héroïne a ressenti de la part de la fille, elle a été surprise qu'il puisse s'agir d'une force sacrée. Elle a ressenti une énergie très maléfique de sa part à ce moment-là. Mais pour une raison quelconque, tout le monde a cru à ses paroles. Soudain, Lina se mit à pleurer, disant qu'il semblait que l'héroïne ne voulait pas avoir de sœur cadette, puisqu'elle, une orpheline si dégoûtante, deviendrait sa sœur, et qu'il était compréhensible qu'elle ne soit pas heureuse, mais que c'était quand même trop de faire cela à cause du prince héritier. Dès que la jeune fille a demandé de quoi elle parlait, son père l'a interrompue, lui ordonnant d'arrêter, car la place de la princesse appartenait à un saint depuis le tout début, et l'on comprend pourquoi ils ont décidé de rompre le contrat de mariage. Il y a 10 ans, dans le palais impérial, il y a eu une conversation entre l'héroïne et le prince où elle a dit que désormais elle devrait vivre à Atlanta et que désormais il devrait se passer d'elle, mais qu'elle serait là pour prier pour lui tous les jours. Et ils se sont promis qu'un jour elle reviendrait auprès de lui. Mais maintenant, tout allait de travers. La jeune fille ne comprenait pas comment cela pouvait arriver. La fleur de l'oracle s'était épanouie et le mariage était dissous, alors demain matin elle devrait tout vérifier. Soudain, un petit bélier traîné par une servante attire son attention et elle lui demande ce qu'elle fait. La servante lui répond qu'il a été décidé de cuisiner un jeune bélier comme repas sain pour Madame Lina. La jeune fille fut très surprise par cette information, car elle n'avait pas le droit de le faire de toute façon. Le prêtre lui avait déjà dit que manger de la viande pour un saint était tabou, car cela pouvait causer un désastre encore plus rapide. Et si elle était vraiment une sainte, elle n'avait pas le droit de manger de la viande. Et donc, la jeune fille décida de le lui dire. Lorsqu'elle est entrée dans la pièce, elle a remarqué qu'une jeune fille coupait une fleur avec des ciseaux, et elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas couper des branches de fleurs avec des ciseaux pendant les vacances, que les servantes se préparaient pour la cérémonie et qu'à ce moment-là, il fallait être particulièrement prudent, et on lui a également dit que la jeune fille recevait de la viande à manger. La jeune fille demanda si l'héroïne la traitait si irrespectueusement uniquement parce qu'elle était plus âgée, après quoi son expression changea radicalement et, d'une voix furieuse, elle déclara que si la jeune fille était exclue des saints, elle était comme une personne morte et que maintenant elle osait lui enseigner. En désespoir de cause, l'héroïne a tout nié, assurant que des problèmes surviendraient si le saint brisait le tabou et que les gens souffriraient. Et à ce moment-là, le saint a souri avec arrogance, lui ordonnant de rester en dehors de cette affaire. Et elle s'est souvenue de tout et a même su quel problème surviendrait à Atlanta. La fille a continué en disant que même si elle savait tout, elle devait penser aux croyants. Ces mots ont finalement mis la fille en colère et elle a dit que Béatrice n'était plus le personnage principal. Elle a commencé à crier qu'une personne comme Béatrice n'était rien et qu'elle ne devait donc pas se mettre en travers de son chemin et que si elle n'était qu'un être humain, il fallait lui laisser sa place et qu'elle continuerait à faire ce qu'elle avait prévu. Et c'est alors qu'elle a pris une paire de ciseaux dans un accès de colère et qu'elle l'a poignardé. À ce moment-là, mon père est arrivé en courant pour voir ce qui se passait, et ce qu'il a vu l'a terrifié. Lina était assise, blessée au bras, et demandait à sa sœur de quoi il s'agissait, puis elle est tombée. À ce moment-là, son père se précipite vers elle, ordonnant aux domestiques d'appeler un médecin, et l'héroïne reste là tout ce temps, effrayée, incapable de bouger, et en un instant, son père lui reproche tout ce qui s'est passé. La jeune fille assure en larmes qu'elle n'a rien fait, mais que personne ne l'écoute plus, et l'homme prétend qu'on l'a privée de sa place de sainte et même de son fiancé, et que c'est pour cela qu'elle est devenue folle. Il ne savait pas qu'elle était si folle, il a été idiot de croire en elle et de dépenser de l'argent pour le temple, et maintenant l'appeler membre de la famille Combel n'est qu'un déshonneur. De son enfance, les seuls souvenirs sont ceux où elle a tout fait pour obtenir l'amour de son père bien-aimé. Ce jour-là, elle se souvient que les chevaliers se sont disputés pour ne pas empêcher le duc d'escalader la montagne afin de sauver un chevalier. Après qu'il eut ramené le chevalier blessé, tout le monde se réjouit de son exploit. Et à ce moment-là, sa fille était là, qui se réjouissait sincèrement avec tout le monde, et lorsqu'elle le vit, elle se précipita pour le serrer dans ses bras. Mais l'homme se contenta de la regarder avec dégoût et de lui demander qui l'avait amenée ici, car aujourd'hui elle devait recevoir une leçon, et la duchesse de Combel ne peut pas être inférieure.
Elle doit donc devenir une personne qui aidera la famille à l'avenir. L'un des chevaliers dit que la petite dame a dit qu'elle voulait rencontrer son père aujourd'hui, et il lui a ordonné de lui dire qu'il était désolé de perdre ne serait-ce qu'une seconde pour une enfant inutile. C'est à ce moment-là qu'on l'a réveillée, en lui disant qu'ils étaient déjà en route vers la périphérie de la ville, qu'avant d'être choisie comme sainte, elle était déjà une enfant non désirée par son père, qu'elle avait essayé de mourir, qu'elle avait à peine réussi à être à la hauteur de son père, mais qu'en fin de compte, elle n'avait pas pu utiliser la puissance sacrée. Ces pensées furent interrompues par un homme qui lui dit qu'il était heureux qu'elle ait pu retourner en ville indemne, car il était très inquiet à son sujet. L'homme en question était le commandant des chevaliers saints du temple d'Atlanta, Balt Kobel. La jeune fille était très heureuse de le voir, et la première chose qu'elle lui a demandé, c'est comment les choses se passaient dans l'Église et avec les croyants, ce à quoi le capitaine a seulement répondu que tout allait bien dans l'Église, mais que maintenant il ne savait pas quoi dire et s'est donc excusé. L'héroïne le convainc qu'elle sait déjà que la fleur a refleuri et qu'il lui est interdit d'entrer dans le temple, mais elle est néanmoins impatiente d'apprendre la nouvelle et se réjouit de sa venue. Le gars s'est incliné, disant qu'il savait que la vraie sainte d'Atlanta était Sainte Béatrice, et qu'il ne croyait pas qu'elle était une fausse sainte. Mais la fille a dit qu'il aurait dû entendre des rumeurs selon lesquelles elle ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs. Le capitaine a dit que depuis que nous en parlions, il soupçonnait que le nouveau saint était lié à la magie noire. Même lorsqu'il était encore saint, il y avait des gens qui prétendaient avoir des pouvoirs sacrés. Mais il s'est avéré qu'ils étaient tous des magiciens noirs. Ensuite, il lui a remis une lettre indiquant qu'avant de commencer, il fallait placer un corbeau mort sur l'autel, puis tracer 6 pentagrammes avec le sang d'un agneau, et enfin tuer un enfant et l'offrir aux dieux. Ce qu'elle a lu a horrifié l'héroïne, car elle avait déjà compris qu'il s'agissait de matériel de sorcellerie et d'un moyen de fermer le cercle magique. Et le type a prétendu que Sainte Lina avait secrètement transmis ses instructions à quelques croyants. Au bout d'un moment, le capitaine dit d'une voix forte qu'il s'agit d'utiliser de la magie noire et que le vrai saint Béatrice doit l'arrêter. Et pour cela, il doit les convaincre de ne pas suivre les ordres de la sorcière tout en écrivant une nouvelle lettre. L'homme lui a assuré qu'il la croirait certainement parce qu'elle avait travaillé si dur pour Atlanta et que toutes les 10 années qu'elle avait sacrifiées pour le bien des croyants n'avaient pas été vaines. Balt dit que la cérémonie de Lina aura lieu dans quelques jours et d'ici là, il lui a demandé de rester à Atlanta et si elle protège tout le monde, il se sentira plus à l'aise. Et ensemble, ils protégeront les croyants. Le jour de la cérémonie arriva et la sainte entra dans la salle où toutes les personnes présentes furent ravies de voir celle qu'elles avaient choisie, et bien que son visage ne soit pas visible, la vraie sainte était très belle. On lui demande de se rendre à l'autel et, à ce moment-là, des chevaliers font irruption, lui ordonnant d'attraper le faux, l'accusant de conspirer pour tuer le saint et d'utiliser la magie noire pour tuer des gens. En enlevant son voile, ils virent devant eux Béatrice, affirmant qu'ils avaient déjà des preuves, et derrière eux apparut le capitaine, ainsi que Lina, qui avait récemment déclaré qu'il y avait une catastrophe et une sorcière noire, qui demain allait utiliser la magie noire. Il était trop tard pour se plaindre aux gardes, car la magie noire avait déjà été activée, et même s'il se plaignait, il serait trop tard, et s'il marchait sur l'autel, tout serait activé. Alors il mettrait ce temps à profit pour chercher des preuves. Mais comme ils sont confrontés à un saint qui a une cérémonie demain, ils ont peu de chances d'être crus, et ils ont donc besoin d'empêcher l'utilisation de cette magie. Et donc, il lui donnera un médicament avant pour l'endormir. Et à ce moment-là, Béatrice doit aller à l'autel à sa place. Et pendant ce temps-là, il arrêtera la magie. L'héroïne était désespérée, car elle ne pouvait pas croire que Balt l'avait trahie, et il l'a montré du doigt, a prétendu que Béatrice Combel était une sorcière noire, et afin de sacrifier les personnes présentes à la cérémonie, a volé la Sainte Lina avant et a essayé de faire la cérémonie à sa place. Elle se tourna vers le traître, lui demandant ce qu'il disait, puisqu'il avait récemment demandé de l'aide, mais il nia tout, et sortit une lettre, lui demandant comment elle pouvait l'expliquer. Il s'agissait de la même lettre que celle qu'elle avait personnellement écrite pour contrer la magie noire de Lina, et quelqu'un avait habilement ajouté quelques phrases à la sienne. Le capitaine assura que ce document contenait des preuves que Béatrice utilisait la magie noire, qu'elle essayait de satisfaire ses intérêts personnels, qu'elle sacrifiait Atlanta et qu'elle avait même tué la Sainte Lina.
L'héroïne était désespérée. Elle les suppliait de ne pas la croire. Elle n'était pas une sorcière, mais personne ne la croyait plus. Les gens disaient qu'elle était acculée, et alors elle a commencé à se justifier. Elle était une sorcière car elle avait ordonné de tuer Sainte Lina. Elle était également accusée d'avoir envoyé une lettre secrète aux croyants qui la suivaient et d'avoir projeté de couler également l'Atlanta, et elle devait donc maintenant répondre de son péché, ce qui lui valut d'être condamnée à mort. La jeune fille a été amenée sur une falaise face à la mer, et les gens ont réclamé son exécution et son envoi immédiat en enfer. Des pierres ont même commencé à voler dans sa direction, un petit garçon en larmes, affirmant qu'elle les avait trompés depuis le début. Elle avait sacrifié 10 ans pour eux, et ils avaient osé dire qu'elle allait les tuer, mais c'était l'inverse. Elle voulait sauver tout le monde, et maintenant elle priait pour que quelqu'un croie en ses paroles. Dans la foule, elle la voit, celle qui lui a tout pris, son fiancé, sa famille, et même 10 ans de sa vie. Comment a-t-elle pu faire ça, comme si le monde entier était préparé pour elle? Avant l'exécution, la nouvelle sainte leur a demandé de lui laisser un peu de temps pour se repentir, et ils l'ont laissé partir en l'avertissant du danger. Et lorsqu'ils se sont approchés, son visage angélique s'est immédiatement transformé en un sourire de monstre. En public, elle a affirmé qu'elle n'aurait pas dû être impliquée dans la magie noire et, après un moment, elle lui a demandé si elle la soupçonnait toujours et si elle pensait que la fille était une sorcière. Et elle a dit tranquillement que tout était vrai. Avec un sourire diabolique, elle m'a assuré que rien ne pouvait être fait de toute façon, et que c'est pour cela que l'héroïne mourrait, et que toute sa famille partagerait son sort, que cela ne s'arrêterait pas à l'exécution d'une seule personne pratiquant la magie noire. En s'approchant, la sorcière a dit qu'elle la tuerait, ainsi que toute sa famille et tous ses partisans, et que c'était le seul moyen pour elle de devenir le personnage principal. Puis elle s'est adressée à la foule, l'assurant que sa sœur ne voulait pas se repentir et qu'il devait donc se dépêcher de l'exécuter. Elle ne voulait pas mourir ainsi, car si elle mourait, leur famille mourrait. Si elle avait fait un autre choix, elle aurait pu les sauver tous, faire bonne figure auprès de tout le monde et ne pas les décevoir. Lorsqu'elle est tombée dans l'eau, elle n'a regretté que le passé, lorsqu'elle était très gentille, et a finalement pensé que si on lui donnait une nouvelle chance pour une nouvelle vie, elle ne serait pas une bonne personne. L'héroïne n'y renoncera pas, même si les gens la montrent du doigt, à cause de ses mauvaises actions. Pour atteindre son but, elle n'est pas prête à tout, même si elle doit devenir une voleuse. Soudain, elle se réveille en hurlant dans son lit. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle est vivante maintenant. Elle est dans sa chambre, et se souvenant des mots disant que sa famille allait aussi mourir, elle se rend immédiatement auprès d'elle. Une servante l'arrête et lui demande ce qui ne va pas. L'héroïne s'arrête, regarde ses mains, se rend compte qu'elle est dans son enfance et décide que c'est un rêve, se rappelant qu'il ne peut y avoir de rêve après la mort. La servante voulut appeler un médecin, mais elle n'entendit que des questions sur l'année et l'âge de la jeune fille. Elle dit donc qu'on était en 1110 et que l'héroïne avait 10 ans. En entendant cela, la jeune fille commença immédiatement à demander à la servante, paniquée, ce qu'elle faisait ici, ce qui se passait avec Atlanta, et ce que son père avait dit. Mais la femme ne comprit pas la question et demanda pourquoi elle avait besoin de connaître l'endroit où se trouvait le premier prêtre. Lorsque la jeune fille a vu la lettre de la bonne, elle l'a prise, et elle provenait de l'académie où se trouvait son frère, et elle disait que le semestre de printemps était terminé, et dans ce cas, l'héroïne s'est rendue compte que c'était le printemps. C'est en hiver que l'oracle a été connu, et encore, cela signifiait que l'oracle n'était pas encore descendu. L'héroïne commençait à s'inquiéter, car cela signifiait que rien n'avait changé. En hiver, lorsqu'elle avait 10 ans, la fleur de l'oracle s'est épanouie et elle a choisi une jeune fille pour être une sainte. Mais elle ne pouvait pas utiliser le pouvoir sacré. Elle croyait que si elle avait ce pouvoir, elle pourrait obtenir l'amour de son père. Mais le prêtre lui a enseigné que si elle était parfaite, elle pourrait obtenir le pouvoir sacré. Une sainte idéale, loyale envers le temple et ses fidèles, elle deviendrait une sacrifiée, honnêteté, sincérité, attention, gentillesse. Elle considérait cela plus important que sa propre vie. Elle pensait que si elle suivait tout cela, elle deviendrait une sainte idéale, obtiendrait le pouvoir et recevrait ainsi l'amour de son père. Mais pourquoi tous ces efforts vains maintenant? Tout avait été tué. Elle était revenue 10 ans en arrière, dans un corps qui n'avait pas encore reçu l'oracle.
Pour le moment, elle n'avait aucune idée de comment cela avait pu se produire, mais l'héroïne était sûre d'une chose, il y avait quelque chose qu'elle devait faire en premier. C'est pour retrouver Lina, une fois que l'héroïne aura trouvé cet enfant, elle pourra empêcher ce qui est sur le point de se produire dans le passé, mais ce qu'elle pourrait maintenant faire dans le corps d'une enfant. La servante qui l'a habillée a dit qu'elle était très mignonne, que personne d'autre qu'elle ne pourrait chausser les souliers de la princesse et que le prince Kyle tomberait certainement amoureux d'elle. Béatrice est amie avec le prince héritier de Kyle depuis son enfance. Elle s'est liée d'amitié avec l'enfant, sans savoir à quel point il est une grande personne. Son père y a vu un avantage et a décidé de la préparer au rôle d'épouse du prince, et pour répondre aux attentes de son père, elle a fait de son mieux. À ce moment-là, une femme est entrée dans la pièce, furieuse que la dame n'ait pas encore terminé ses préparatifs, qu'elle devienne de toute façon la princesse héritière. Mais la femme a accusé la jeune fille d'être obsédée par sa tenue, même aujourd'hui. Saisissant son bras, la femme lui dit qu'elles allaient à l'école, sinon elle mettrait à nouveau Herzog en colère, que cette femme était sa nounou et qu'elle se plaindrait à son père à une meilleure occasion. Se tournant vers son père, la jeune fille a prétendu que la nounou avait abîmé son livre préféré et que c'est pour cette raison qu'elle n'en avait parlé qu'au majordome. Son père a déclaré que regarder ce livre n'améliorerait pas ses notes et que, ce faisant, elle ne pourrait pas devenir une princesse héritière. L'homme a prétendu qu'il avait entendu dire qu'elle avait eu de mauvaises notes à cet examen également et que, par conséquent, tant qu'elle n'aurait pas prouvé sa valeur, il lui était interdit de lire d'autres livres. Par la suite, la jeune fille a été mal nourrie et les domestiques n'ont pu que la plaindre entre eux, mais ils n'ont rien pu faire, car il s'agissait d'un ordre de la nourrice, et s'il désobéissait, il serait mis à la porte. Bien décidée à ne plus jamais revenir à cette époque, elle se libère de l'emprise de la nounou, qui lui demande avec étonnement de quoi il s'agit, puis se tourne vers elle en criant et l'accuse d'être une princesse si paresseuse. La jeune fille a prétendu que la nounou avait l'intention de la frapper, et en un instant, la femme a réalisé que la jeune fille se rebellait contre elle. Elle avait l'habitude d'avoir peur même lorsqu'elle faisait semblant de lever la main, mais maintenant, elle était étrange. La femme a ensuite déclaré qu'elle était la nounou de la famille Campbell et qu'elle était responsable de son éducation. À quoi la jeune fille a répondu qu'elle n'avait pas besoin d'une telle éducation, surtout de la part d'une personne comme elle. La nounou a seulement dit avec arrogance que jusqu'à hier, la fille avait honte de ses notes, et il semble qu'elle n'ait pas réalisé qu'elle était à la traîne à bien des égards, après quoi l'héroïne a dit froidement que si elle prouvait qu'elle n'avait plus besoin de la nounou, que ferait-elle alors? Peut-être s'agenouillerait-elle devant elle. Ces paroles ont mis la femme en colère, mais elle a accepté l'offre selon laquelle si la jeune fille pouvait prouver qu'elle n'avait plus besoin d'une nounou, elle n'interviendrait pas dans son éducation. Mais dans le cas contraire, elle devrait se préparer à être punie. L'héroïne sourit, réalisant qu'elle devait d'abord se débarrasser de tous ceux qui lui barrèrent la route, et elle leur assura que, qu'il s'agisse de châtiment corporel ou d'isolement, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mais ce n'était pas suffisant pour la jeune fille que la nounou cesse de s'occuper de son éducation. Le duché subissait des pertes à cause du personnel inutile, et donc elle prouverait par tous les moyens que cette femme n'était plus nécessaire ici, et elle partirait. Plus tard, le père a appris que sa fille allait renvoyer la nounou, car l'éducation ne servait à rien, et il était sceptique, car il comprenait à quel point la princesse avait besoin d'être éduquée. Ces paroles intéressèrent le duc, qui se dit que la jeune fille voulait enfin devenir princesse héritière, et il décida d'aller voir lui-même ce qu'il en était. Alors qu'il s'approchait de la pièce, l'homme entendit les louanges de la jeune fille. Le précepteur était choqué de voir comment elle pouvait apprendre en si peu de temps, qualifiant la jeune fille de génie, alors qu'elle n'avait que 10 ans et qu'elle était incroyablement intelligente pour son âge. La préceptrice a dit qu'avec de telles capacités, elle deviendrait certainement une grande scientifique. Et alors qu'il était sur le point d'annoncer la nouvelle au duc, elle a dit que ce n'était pas nécessaire pour l'instant, et qu'il pouvait donc être libre maintenant. Elle se tourna ensuite vers la nounou, lui rappelant qu'elle avait dit elle-même qu'elle n'avait pas besoin d'elle pour l'éduquer, et pour tout le reste aussi, et qu'elle devait la quitter maintenant. La femme se fâche, affirmant que le duc lui a confié l'éducation de l'enfant, mais qu'elle a l'intention de la mettre à la porte si facilement, et la nourrice menace de se plaindre auprès de lui. La jeune fille se contenta de rire à ces mots, ne comprenant pas comment elle pouvait avoir peur d'une personne aussi pitoyable, et affirma donc que Nanny se trompait lourdement sur son silence,
se demandant sincèrement pourquoi elle avait enduré tant de choses jusqu'à présent. En fin de compte, l'héroïne a déclaré que si la nounou n'avait pas mentionné qu'elle était chargée d'enseigner à la fille, elle n'était pas quelqu'un avec qui la femme pouvait communiquer à sa guise. Ces mots ont plongé la femme dans la stupeur. Elle était désespérée par son impuissance dans cette situation et elle ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un qui ne pouvait pas obtenir la reconnaissance du duc se comportait ainsi. Comment une telle personne pouvait devenir une princesse, une enfant qui jusqu'à hier n'avait fait que pleurer, s'il y avait un sens à être une personne qui se préoccupe de son peuple. L'homme dit que la nounou a perdu la tête et veut intervenir, mais le père l'en empêche et l'héroïne décide de jeter de l'huile sur le feu en lui demandant si elle n'aime pas vraiment le fait que Béatrice va devenir princesse et qu'elle se comporte maintenant d'une manière tout à fait indigne. Elle voulait maintenant savoir pourquoi la nounou trompait son père et la tourmentait si misérablement. La femme reprit alors un peu ses esprits et, attrapant la bouilloire, lui assura que la fille était douée pour marmonner toute seule. Une femme s'approche de l'héroïne, une bouilloire à la main, en lui assurant que la seule chose à regarder est le visage de la jeune fille et que si elle y laisse une brûlure, elle ne pourra pas devenir princesse. L'expression de la femme ressemblait de plus en plus à celle d'une folle, et elle disait que si elle était mise à la porte, elle n'avait de toute façon nulle part où aller, et que si la vie d'une personne est brisée, elle devient déterminée. Mais elle ne devait pas s'inquiéter, car Herzog ne croirait de toute façon pas les paroles de la jeune fille. L'héroïne commence à comprendre que la femme est devenue folle. Elle ne croit toujours pas aux menaces de la nounou, sous peine d'être envoyée en prison, et elle se prépare entre-temps à ébouillanter la fille avec de l'eau bouillante, en lui ordonnant de ne pas lui parler avec autant d'arrogance. À ce moment-là, l'homme lui a ordonné de s'arrêter et, lorsqu'elle les a vus, elle a essayé de se sortir de cette situation en prétendant que Mademoiselle refusait d'accepter la formation, mais son père était en colère et a demandé au préposé ce qu'il faisait lorsqu'on lui manquait de respect, et il a ordonné qu'on apporte de l'eau bouillante et qu'on l'emmène. La femme les a suppliés de la laisser aller jusqu'au bout, mais personne ne l'écoutait plus, après quoi le père s'est tourné vers Béatrice, affirmant qu'il avait besoin de parler, et il lui a demandé de partir. L'examen qu'elle a passé à l'âge de 10 ans était parfaitement écrit, et il n'était pas vraiment difficile, car comparé à l'éducation qu'elle a reçue pendant toute son enfance chez les Herzog, l'éducation qu'elle a reçue à l'Atlante en tant que sainte était encore plus difficile. Mais pour l'héroïne actuelle, qui a passé l'examen avec brio, le thé avec son père est beaucoup plus difficile, car il sait maintenant que la petite fille de 10 ans qui était au temple rêvait chaque jour de rentrer chez elle. Elle voulait être aimée. C'était comme si c'était le but de sa vie. Il voulait maintenant parler de l'exil de la nounou, c'est-à-dire faire son éloge en lui assurant qu'elle n'était pas une enfant qui baisserait la tête, mais une princesse qui deviendrait plus tard la princesse d'un pays tout entier. Il n'avait jamais imaginé que Béatrice apprendrait une si bonne leçon, et il semble qu'il l'ait négligée pendant longtemps. Les gens disaient que c'était tout le prix de l'effort. Alors si elle voulait quelque chose, maintenant il était prêt à l'écouter. Ces mots lui restèrent en tête, et elle décida de le dire une dernière fois, de dire qu'elle ne voulait pas être une princesse et qu'elle voulait vivre sa propre vie, et elle dit donc tout haut ce qu'elle pensait, en ajoutant qu'elle voulait choisir son propre avenir. Un moment de silence suivit, et l'héroïne était heureuse de pouvoir enfin le dire, mais elle ne savait pas si son père l'écouterait encore, mais si tout allait bien, elle pourrait vivre avec son père en tant qu'amie. L'homme n'a pas montré la réaction qu'elle attendait, disant qu'à cause des éloges légers, elle avait perdu la tête et que sa valeur était seulement de devenir une princesse et d'élever ainsi leur famille, et que si elle ne pouvait pas faire cela, quoi d'autre? Les spéculations de l'héroïne se sont avérées exactes. Il ne la considérait que comme un outil. Rien ne peut être fait maintenant, car elle est encore trop jeune et n'a pas de force, et donc, jusqu'à ce qu'elle devienne adulte, elle a besoin du titre de duc Combel. Elle a donc admis qu'elle s'était trompée, affirmant qu'elle n'était plus elle-même pendant un certain temps. Béatrice a admis que devenir princesse élèverait leur famille dans la société, et que c'était la seule chose qu'elle pouvait faire. Et dans ce cas, elle a demandé la clé de la chambre forte secrète, arguant que pour devenir princesse héritière, il serait bon d'essayer d'utiliser une grosse somme d'argent. L'homme a accepté, a ordonné à Gaston de le faire, puis a dit qu'il devait quitter la maison pour quelques jours, qu'elle devait donc se tenir tranquille, et après avoir reçu son consentement, il est parti. L'héroïne est maintenant prête à faire tout ce que son père lui dira, s'il lui dit de devenir une princesse,
Elle est prête, s'il lui dit d'être une sainte, elle l'acceptera, mais en contrepartie, elle profitera de tous les privilèges d'une princesse et partira. Il est donc temps de s'y mettre dès maintenant. En marchant dans le couloir, la jeune fille a demandé à l'homme combien de capital elle pouvait utiliser. Il a ri légèrement et lui a assuré qu'étant donné qu'elle était encore très jeune, elle pouvait lui dire tout ce qu'elle voulait et qu'il l'achèterait. L'héroïne l'a regardé de haut, pensant qu'il croyait qu'elle allait voler tout ce qu'il y avait dans le coffre pour se baigner dans le luxe. Mais maintenant, elle avait besoin d'argent si propre qu'elle n'aurait pas besoin de savoir s'il était réel ou non. Son père lui a donné la clé de la chambre forte et a chargé son mari de s'en occuper, ce qui signifie que le montant total qu'elle peut dépenser dépend de cette personne. Il avait des callosités aux mains, un corps fort et un regard pénétrant, ce qui lui indiqua que même si cet homme l'accompagnait, il avait été chevalier dans le passé. Elle connaissait ce regard grâce aux personnes qui venaient à l'église et qui avaient occupé cette fonction, qui avaient survécu à la terrible guerre, aux chevaliers qui avaient survécu à la bataille, mais qui ne vivaient pas pour eux-mêmes, qui cherchaient constamment un endroit sur lequel s'appuyer et quelque chose à espérer. La jeune fille a dit qu'elle voulait faire un don à l'église pour les chevaliers qui étaient revenus de la guerre dans les bras de Dieu, et comme le duc n'avait pas participé à la guerre, elle avait entendu dire que c'était une guerre horrible, qui donnait des frissons, et donc elle voulait au moins faire cela pour honorer leurs âmes. Puisque son père n'avait pas fait de don à l'église, elle voulait le faire en secret, et ces paroles impressionnèrent le vieux soldat. Une si jeune fille s'inquiétait d'une telle chose, le duc n'avait vraiment pas confiance en l'église, et il s'avérait que même si elle était si jeune, elle pensait de manière sensée. Pour son mari, elle ressemblait maintenant à un ange, et si la sainte avait vraiment existé, elle aurait dit la même chose. Il l'assura donc qu'il préparerait tout ce qui était nécessaire, et en lui tendant la clé, il lui dit qu'il espérait qu'elle réaliserait ses projets. Elle avait l'intention de donner l'argent non pas au temple, mais à une guilde criminelle, et même si elle avait donné l'argent au temple, il est peu probable que l'argent aurait été utilisé de la manière nécessaire. Pendant la période de sa vie de sainte, elle a été obligée de mener une vie droite, et le premier prêtre qui en a été la cause était la personne la plus lascive du temple. Et à l'époque, sachant tout cela, elle l'a suivi comme s'il était un fou, et il serait donc préférable qu'elle les utilise elle-même. Ce ne fut pas aussi facile qu'elle l'espérait, et la servante ne cessait de lui demander de ne pas aller où que ce soit, arguant que c'était trop dangereux pour une petite fille. L'héroïne allait acheter des informations sur Lina à la guilde, mais Kitty l'a rattrapée. Elle s'attendait tout de même à ce genre de choses. Il était impossible de partir seule à l'âge de 10 ans, et peut-être que la fillette pourrait s'en sortir s'il y avait une personne à proximité pour la protéger, mais la servante a demandé ce qui se passerait si la dame partait si soudainement. La rumeur selon laquelle la dame avait soudainement changé était sur toutes les lèvres, et si l'on y réfléchit bien, la dame a été très surprise lorsqu'elle a regardé la lettre de son frère, a lu la lettre et a été surprise, a regardé la rue par la fenêtre et a été surprise à nouveau, et elle était donc sûre que quelque chose s'était passé. Elle lui a demandé de ne pas être trop triste, car le jeune monsieur David a beaucoup de choses à faire à l'académie, et il est donc très occupé, et la maison lui manque aussi. La femme a décidé que la fille se sentait seule à cause de son frère. David Campbell, son frère, parce qu'il était à l'académie depuis l'enfance, qu'il se voyait à peine, et que si l'on regarde son comportement dans la vingtaine, il semble qu'il aimait aussi Lina. L'héroïne a demandé pourquoi son frère ne revenait pas, et on lui a répondu que c'était à cause de ses notes, et la jeune fille a compris que cette fois, elle ne pourrait pas s'entendre avec son frère. Soudain, ils ont vu une voiture par la fenêtre, mais ils ne savaient pas qui c'était, parce qu'ils n'avaient pas parlé d'invités, et c'était étrange. Alors la femme est allée voir qui étaient les invités. Restée seule, la jeune fille pensait à son frère, se demandait s'il se souvenait de son anniversaire et du cadeau qu'il lui avait offert, lorsqu'elle a entendu des cris provenant de l'étage inférieur, ce qui l'a effrayée. À ce moment-là, une servante perplexe est apparue, m'assurant que des invités de l'académie étaient arrivés et qu'il valait mieux qu'elle aille les voir. Mais elle n'a pas voulu m'expliquer, elle m'a seulement demandé de me dépêcher. À ce moment-là, les invités se tournent vers elle, lui demandant où elle va s'enfuir, puis si elle est Béatrice, qui méprise et ignore David, l'arrogante arriviste. Ils ont continué à l'accuser d'ignorer encore son frère, et quoi qu'elle ait espéré de son père, où il a été vu d'ignorer son propre frère, et quoi qu'il en soit, cette fille est une enfant sans importance.
L'héroïne est troublée par ces mots et ne comprend pas de quoi il parle. Il pense qu'elle utilise le pouvoir de son père et manque de respect à son frère. Et pourtant, l'héroïne assure qu'elle n'a jamais ignoré son frère. Mais personne ne l'a cru, continuant à crier que les cadeaux qu'il envoyait chaque année pour son anniversaire revenaient tous à l'académie, et c'est alors que la jeune fille s'est rendue compte qu'elle n'avait jamais reçu qu'un collier. À ce moment-là, l'une des servantes qui se trouvait à proximité a pris peur, et la jeune fille a commencé à comprendre que toutes les lettres qui lui parvenaient étaient contrôlées par la nounou. Elle a été mise à la porte, et la personne qui était censée envoyer les lettres a également disparu. Et c'est pour cela que ces gens sont venus ici. Elle a toujours pensé qu'il était stupide d'ignorer son frère, puis elle s'est tournée vers Kitty, lui assurant que si la nounou avait été mise à la porte, elle aurait dû lui donner les lettres. Et si l'on y réfléchit bien, elle n'a jamais reçu la lettre qu'elle a vue le premier jour. Les accusations ne se sont pas arrêtées là. Chaque année, il y avait un événement, invitant les parents des étudiants, où ils pouvaient montrer leurs résultats, et peu importe à quel point la relation était mauvaise, même alors les parents venaient toujours. David lui a envoyé des invitations pendant 3 ans, mais elle a refusé à chaque fois, il était toujours seul. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour le rendre heureux, mais quoi qu'il arrive, il est toujours resté aux côtés de sa sœur, et maintenant il n'allait plus le tolérer, alors ils allaient accepter les excuses à la place de David. C'est alors que Béatrice comprit le véritable but de leur visite. Ces gens se souciaient sincèrement de lui, ils s'inquiétaient pour leur frère qui ne pouvait même pas se plaindre d'elle, leurs actions étaient contraires à l'étiquette, mais ils ne semblaient pas le faire par méchanceté, et puisque c'était sa faute, elle décida de s'excuser et ainsi de laisser passer la situation. La jeune fille a accepté et a demandé comment elle pourrait s'excuser, et l'un des défenseurs a dit qu'il espérait des excuses, car il était de coutume pour l'aristocratie de s'effondrer et d'embrasser le sol. Quelques secondes après avoir réalisé ce qu'il demandait, une terrible rage s'empara de l'héroïne. Peu importe ce qu'ils avaient fait pour son frère. Comment osait-il lui dire une telle insolence, à elle, la fille du duc? En se remémorant le passé, elle se rendit compte d'une chose importante. Plus on traite les gens bien, plus ils deviennent inhumains. Et ce n'était pas une exception. L'héroïne se rendit compte qu'on ne pouvait pas traiter tout le monde avec gentillesse, et qu'il fallait donner une leçon à ces imbéciles. Soudain, une voix se fit entendre pour dire que la propriétaire de Combel ne baisserait la tête devant personne, même s'il s'agissait de l'empereur. Et c'est à ce moment-là que son frère apparut, choquant toutes les personnes présentes. L'homme en colère a demandé qui les avait autorisés à venir dans cette maison, car il ne se souvenait pas d'avoir invité qui que ce soit. Et au même moment, on lui a dit qu'ils étaient venus ici à sa place pour s'excuser parce qu'ils étaient inquiets. Ils ont reçu une réponse cinglante. Il ne l'avait jamais voulu lui-même, alors pourquoi le faisait-il de leur propre chef? Mais il ne comprenait pas comment un enfant aussi méritant que lui pouvait être négligé et protégé par un enfant aussi dénué de talent. Après cela, David ordonna de ne pas lancer des mots sans cérémonie, car il avait entendu dire que Béatrice, dans ses jeunes années, était très intelligente et sincère, comme l'avait été la reconnaissance de son père, et qu'elle deviendrait donc un Combel encore plus important que lui. En écoutant tout cela, la jeune fille se rendit compte qu'il l'avait toujours pensé, mais qu'il se trompait, car il n'y avait rien de tel que son père la reconnaissant au moins une fois. Peut-être était-il seul avant son exécution, mais maintenant elle allait essayer d'arranger les choses. Le garçon a continué à crier sur ces personnes, après quoi il a dit qu'il avait décidé ce qu'il allait faire. Il allait s'arracher tous les cheveux pour qu'il n'en reste aucun. C'est alors que sa sœur l'a interrompu, l'assurant gentiment que c'était pour lui, qu'il ne devait pas agir de manière aussi cruelle avec ses amis et qu'elle-même allait déjà bien. Il prit l'un d'eux et le rejeta, lui ordonnant de ne pas se présenter devant lui avant qu'il ne le dise, après quoi le garçon s'excusa auprès de sa sœur de leur avoir causé des ennuis. Un instant plus tard, elle aperçoit un domestique qui s'apprête à la quitter précipitamment. La jeune fille l'arrête en lui disant qu'il doit savoir pourquoi les cadeaux et les lettres de son frère ont disparu. L'homme, très inquiet, assure qu'il ne fait que ce qu'on lui dit et la nounou lui demande de renvoyer tous les cadeaux. Les prédictions de l'héroïne se réalisent, il s'agit bien de cette femme et elle lui ordonne de les renvoyer tous. Le serviteur lui dit qu'il avait déjà tout envoyé et qu'il n'y avait aucun moyen de revenir et qu'il avait déjà vendu certaines choses. Et après avoir dit cela, il essaya de s'échapper à nouveau, mais cette fois-ci, il échoua. Cette fois, sa voix était très en colère. «
voire violente, et elle prétendait qu'il avait osé jeter ses affaires et qu'il allait maintenant partir. Alors, par tous les moyens, il devait tout retrouver. Même s'il se mettait à voler, même s'il utilisait son propre argent, il devait tout lui rendre. Après ces mots, il s'enfuit, terrorisé, en lui assurant qu'il avait tout compris. Restée seule, l'héroïne se rendit compte que, bien qu'elle ait ordonné de chercher des cadeaux, il serait trop tard. En fait, avant d'arranger un malentendu et de regagner la confiance de son frère, elle voulait guérir la blessure qu'il avait reçue à cause des actions méchantes de la nounou, et en un instant, lorsqu'elle a vu le collier, elle a compris que c'était la clé de leur relation. Son frère a dit qu'il resterait au manoir jusqu'au retour de son père, et les domestiques ont donc commencé les préparatifs immédiatement en raison de la situation imprévue, et maintenant elle le cherchait, voulait lui parler. Il a dit qu'il serait dans la salle d'entraînement, et la jeune fille s'y est donc rendue. Lorsqu'elle le vit, elle fut surprise de constater que son frère s'intéressait à l'escrime depuis tout ce temps. Il possédait toutes les compétences nécessaires, mais pour une raison ou une autre, elle ne le savait pas, et décida qu'il valait mieux ne pas le distraire maintenant. Alors la jeune fille décida de venir plus tard. Mais il semble qu'il ait entendu que quelqu'un était là, et il a donc ordonné de se montrer, et quand il a vu sa sœur, il a baissé son épée de honte, et l'héroïne a vu l'épée tomber et a décidé de l'attraper, mais le gars ne l'a pas laissé faire, et par conséquent, ils ont tous les deux fini par terre. Le type était encore sous le coup de l'émotion, disant qu'elle aurait pu être blessée si elle avait pris l'épée à deux mains, mais qu'il n'avait pas besoin de s'excuser, car il avait juste peur pour elle, et qu'il allait maintenant partir, lui demandant de ne plus aller seule dans ce genre d'endroit. L'héroïne lui a demandé d'attendre, pour être honnête. En lui montrant ce collier, elle voulait dire qu'elle n'avait pas oublié son frère, mais maintenant elle ne savait pas s'il était déjà déçu par elle ou non, et donc elle s'est excusée d'avoir interrompu l'entraînement en disant qu'elle n'aurait pas dû venir ici. Son frère s'en défendit, disant que son épée était une bagatelle, et que de toute façon, personne n'apprécierait ses capacités maintenant, et qu'il n'y avait donc aucun problème à ce qu'elle empêche cet entraînement inutile. Tout cela lui paraissait très étrange, car elle ne se souvenait pas de lui comme d'une personne aussi peu sûre d'elle, et elle lui a donc assuré que pour quelqu'un qui ne savait rien, tout cela paraissait très bien. Mais il s'y opposa même, disant que de telles compétences n'étaient d'aucune utilité pour leur famille et que c'était elle qui pouvait faire beaucoup plus. Son père disait que si on les comparait, les compétences de David étaient tout simplement pathétiques. Béatrice n'en croyait pas ses oreilles, car son père lui avait assuré qu'elle ne valait pas le petit doigt de son frère. Et maintenant, elle a décidé de dire tout ce qu'elle pensait. La jeune fille l'a serré dans ses bras, disant que toutes les paroles de son père étaient des mensonges. Il lui a dit que de tous les héritiers des générations passées, son frère était le plus remarquable. Le garçon ne croyait pas que son père puisse dire une chose pareille, mais au bout d'un moment, il remarqua le collier que la jeune fille portait tout le temps, et elle expliqua que c'était quelque chose qu'il lui avait offert pour son anniversaire, tout cela dans l'espoir qu'il croirait en sa sincérité. Le frère s'est détourné et a dit qu'il pensait qu'elle l'avait jeté, mais il s'est avéré que la jeune fille avait encore le cadeau, et elle a décidé de ne pas perdre ce moment et a dit que c'était le cadeau de son frère et qu'elle ne pouvait pas le jeter. En entendant ces mots, le garçon sourit et la remercia, une réaction qui surprit un peu la jeune fille, car il n'avait jamais montré ses émotions auparavant, et elle pensait que ce serait inhabituel pour lui. Mais maintenant, il semblait être une personne plutôt chaleureuse. La journée se passa tranquillement, et le soir, quelque chose ne la laissait pas tranquille, à savoir que son père avait diminué la confiance en soi de son frère, et que s'il continuait ainsi, les choses ne feraient qu'empirer, et qu'elle devait donc lui redonner confiance en lui. Elle le trouva dans la cour, où il poursuivait son entraînement, et il lui assura qu'il ne pouvait faire que cela. La jeune fille fut touchée par ces paroles, et comprenant l'ampleur de l'insécurité du garçon, elle le soutint en lui assurant qu'il deviendrait à coup sûr le meilleur chevalier. Il semblait avoir honte d'être félicité, alors elle s'est promis que si elle attendait encore un peu, elle ferait déborder sa confiance en lui. Après cela, l'héroïne loua son frère autant qu'elle le pouvait, et avant cela, elle ne pouvait pas imaginer qu'il changerait autant. Puis elle décida qu'elle devait sortir aujourd'hui, et si elle le faisait, elle dirait à Kitty qu'elle serait à la maison toute la journée et elle s'enfuirait rapidement. Mais son frère s'est mis en travers de son chemin, comme un chien qui demande à aller se promener avec elle, et il y a eu un effet secondaire.
Bien sûr, c'était bien qu'il devienne plus confiant, mais à cause de cela, elle ne pouvait pas sortir sans être remarquée, mais elle était quand même déterminée, et elle avait même une bonne idée. La jeune fille a dit qu'elle était occupée aujourd'hui et qu'elle ne pouvait donc pas venir. À sa grande surprise, son frère a été très contrarié et lui a demandé si elle s'ennuyait déjà avec lui, mais elle l'a convaincu que ce n'était pas le cas, qu'elle avait simplement une chose importante à faire aujourd'hui. L'héroïne l'a arrêté alors qu'il était sur le point de partir et lui a dit qu'il y avait encore un moyen. Elle lui a donc demandé d'écouter sa requête, après quoi elle lui a chuchoté sa demande. Il a d'abord voulu refuser, mais la jeune fille a tellement demandé qu'il n'a pas eu le choix. Plus tard, alors que l'héroïne s'habillait, elle reçut à nouveau la visite d'une servante excitée qui lui demanda de ne pas aller où que ce soit, car c'était dangereux et qu'elle devait au moins prendre un garde. Mais son frère apparut un instant plus tard et lui assura qu'elle allait avec lui et qu'aucun garde n'était nécessaire. À l'époque, mon frère avait déjà 15 ans et il était maintenant à un âge où il pouvait partir seul, et quelle que soit la façon dont vous le coupiez, Kitty ne serait pas capable de dire un mot, alors ils sont partis. En marchant dans les rues pauvres de la ville, ils ont rencontré un homme suspect qui leur a demandé comment ils étaient arrivés là, car ce n'était pas un endroit où les enfants pouvaient se rendre. Le frère dit immédiatement d'une voix furieuse qu'il devait partir, mais la fille dit d'une voix calme qu'elle était venue ici pour rencontrer leur chef, et comme cet homme était le chef de la guilde, elle demanda à être emmenée auprès de lui. L'homme rit nerveusement, s'émerveillant de la mignonnerie de l'enfant, puis il lui assure qu'il n'est pas si facile de rencontrer la tête, et à ce moment-là, un sac d'or vole vers lui, et l'héroïne demande si elle ne peut pas le rencontrer avec un tel argent. À l'époque où elle était encore une sainte, les magiciens noirs opéraient librement dans l'Empire, et avec les prêtres, ils allaient éradiquer leurs restes. Après l'enquête, ils ont découvert qu'une guilde d'information aidait les magiciens noirs, la guilde Ion. Leur prise était un échec. À l'époque, elle pensait qu'ils étaient le centre de tout le mal et qu'il fallait les punir. Mais maintenant, elle allait les utiliser. Et donc, ils arrivèrent au lieu de rendez-vous. Et avant d'entrer, la fille était déterminée à voir enfin le visage d'Ivan Terp. En entrant dans son bureau, les invités ont été très surpris, car il y avait des croix et des statues de saints tout autour, et il s'est avéré que le propriétaire était très pieux. Mais alors pourquoi aidait-il les magiciens noirs? Un homme richement vêtu les accueillit à la table et leur demanda s'ils voulèrent le voir. La jeune fille confirma, ajoutant qu'elle avait affaire à lui, mais l'homme leur assura que ce serait difficile, car il ne voulait pas perdre l'agneau égaré, car Dieu serait en colère. Il a également ajouté que, bien que leur abri soit grand, il n'était pas assez grand pour prendre en charge les enfants, la famille Combel, et c'est la raison pour laquelle il pensait qu'il pouvait dire au revoir. La jeune fille fut surprise, car il savait déjà qui ils étaient, même si elle n'avait pas encore fait ses débuts, et pourtant elle avait besoin d'Ion maintenant, car il n'y aurait pas de guilde aussi compétente à l'avenir. Elle a demandé à son mari s'il connaissait le contenu de l'oracle, ce qu'il a confirmé, ajoutant qu'il s'agissait d'une prédiction transmise depuis la création du pays, selon laquelle un saint apparaîtrait. L'héroïne lui a assuré qu'il s'agissait d'elle et qu'elle lui donnerait une chance de se consacrer à Dieu. Après quoi, il s'est mis à rire, d'un rire hystérique terrible qui s'est terminé par une menace selon laquelle il ne devrait même pas penser à insulter sa foi en disant de telles choses maintenant, parce qu'il est toujours sincère dans sa foi. Elle ne doutait pas qu'Ivan croyait en Dieu avec beaucoup de ferveur, une vérité qu'elle apprit plus tard, mais la raison pour laquelle elle ne pouvait pas attraper Ion était à cause du grand prêtre, qui voulait posséder personnellement la totalité de l'argent que Ion avait donné au temple. Elle pensait qu'ils donnèrent l'argent pour un plan de secours, mais il semble qu'elle se soit trompée. Il croit vraiment en Dieu, et il vaudrait mieux qu'elle révèle directement son identité. L'héroïne lui assure qu'elle ne va pas offenser sa foi, ce à quoi il demande pourquoi il devrait y croire, et la jeune fille répond que cet hiver, un oracle va descendre, une fleur va éclore, et il choisira un saint, et s'il désigne quelqu'un d'autre, il pourra lui ôter la vie. Le chef réfléchit, puis dit que les gens disent que dans tout l'Empire, il n'y a pas de famille qui puisse surpasser leur puissance armée, et que le duc lui-même, un homme qui est littéralement allé à la mort, mais qui a survécu et est revenu de la guerre en héros, il n'y a personne qui pourrait le surpasser. Essayer de toucher une femme de ce genre, rien que l'idée lui donnait la chair de poule, mais tuer est différent. Le moment le plus heureux de sa vie,
Quand il n'y a pas de menace ou d'inquiétude, il attendra ce moment, car c'est pour cela que tous les meurtres d'Ion ont été réussis. Quoi qu'il en soit, il lui a demandé si elle pouvait tout aussi bien dire les mots « Prenez ma vie », ce qu'elle a confirmé avec un sourire, en lui assurant que le fait qu'elle était une sainte restait inchangé. L'homme en rit calmement, et si elle l'avait déjà décidé, il ne pouvait rien faire d'autre. Il s'approcha et lui demanda ce qu'elle avait à faire pour eux. Sur le chemin du retour, mon frère a demandé ce que la jeune fille voulait dire lorsqu'elle disait qu'elle deviendrait une sainte, comment elle pouvait dire un tel mensonge et qu'elle donnerait sa vie. L'héroïne m'a assuré qu'elle ferait confiance à son frère jusqu'au bout, donc elle ne l'a pas caché. Mais ce n'est pas le moment de tout dire. Mais le moment venu, elle dira tout. C'est certain. Après cela, elle a demandé à son père de ne rien dire, lui assurant que tout cela était pour le bien de son frère, et à ce moment-là, le garçon lui a soudainement couvert la bouche. Avec elle, il se cacha derrière une maison et regarda dans la direction d'une personne, prétendant qu'il était un noble de haut rang. Cette personne était le marquis d'Ortan, et son apparition ici éveillait quelques soupçons. Après cela, David a dit qu'il pensait qu'il ne fallait pas les voir, et il a réagi rapidement, ce à quoi l'héroïne a assuré qu'elle allait bien, même si elle était un peu effrayée. Il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle quelqu'un comme le marquis se trouvait ici, et la jeune fille se dit qu'elle devrait demander à Ivan d'enquêter sur le marquis d'Ortan. L'homme s'appelle Ivan Terp, il est à la tête de la guilde de l'information, et il a dit qu'il allait chercher Lina avant que la fleur de l'oracle ne fleurisse, et s'il la trouve, il a promis de l'emmener rencontrer l'héroïne, et il semble qu'il pense pouvoir entrer dans le manoir du duc sans se faire remarquer. Il a également dit qu'il n'avait pas besoin d'argent, peut-être parce qu'il avait pris sa vie en garantie, et maintenant tout était très confus. Mais entre-temps, son frère lui a assuré qu'elle avait déjà terminé tout son travail et qu'elle pouvait se reposer toute la journée. Pour devenir la fiancée du prince héritier, elle devait se rendre à la villa où il se remettait d'une maladie. Et de toute façon, elle n'avait pas le temps de jouer avec son frère maintenant. La servante lui assura que le prince avait dit qu'il viendrait un peu plus tard, après quoi elle lui demanda si elle parlait au prince depuis longtemps, et recevant une réponse affirmative, la femme dit que le garçon était très fasciné par elle, et que dès qu'il rentrait au palais, il l'appelait immédiatement. L'héroïne réfute cette affirmation, disant qu'elle ne l'aime pas tant que ça, réalisant que tout cela est dû à l'insistance de son père, après quoi la servante lui fait part du fait que tout le monde la considère désormais comme une future princesse. Expirant fortement, la jeune fille dit que tous les nobles le pensent maintenant, même si c'est grâce à son père. Remarquant cette réaction, la servante demande si la dame se sent mal à l'aise dans cet endroit. Mais ce n'était pas la question. Elle ne voulait tout simplement pas être une princesse de la couronne, et elle ne voulait pas vivre comme une poupée contrôlée par son père, mais elle ne pouvait pas laisser Kaël comme amie d'enfance. C'est à ce moment qu'il entra dans la pièce, annonçant joyeusement qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. La jeune fille le vit et n'en crut pas ses yeux, que cet enfant pouvait vraiment être le même Kaël qu'elle connaissait. À un si jeune âge, il était très mignon, et maintenant il avait l'air d'une personne complètement différente. Lorsqu'il m'a salué, il a soudain toussé fortement, et la jeune fille l'a immédiatement aidé à se lever, l'assurant que s'il ne se sentait pas bien, il aurait dû l'attendre dans la chambre. Depuis son enfance, le prince était en mauvaise santé, à tel point qu'il devait rester seul dans la villa, et sachant tout cela, l'ancienne n'y prêtait toujours pas attention. Le garçon lui assura qu'il voulait la voir, même si ce n'était que pour un temps, et après ces mots, la fille était confuse, et elle ne pouvait pas croire à quel point il était gentil, et maintenant il était complètement différent du Kaël qu'elle connaissait. Il n'est pas trop tard, et donc elle doit l'élever pour qu'il soit un enfant bon et gentil, afin que ce qui s'est passé dans le passé ne se reproduise pas. Assise à la même table, l'héroïne enseigne au garçon, l'assurant qu'il ne doit jamais résister au duc et qu'il ne doit jamais oublier l'homme qui s'est tant soucié de lui, et le garçon approuve avec incertitude, disant qu'il ne l'oubliera jamais. Comme prévu, le petit prince fut très obéissant, après quoi elle ajouta qu'il ne devait pas trop écouter les paroles du duc et qu'elle parlait des paroles concernant son mariage avec elle, qu'il ne fallait pas les écouter. Cela choque le garçon, et lui prenant les mains, il demande pourquoi c'est si soudain, et si elle a cessé de l'aimer, l'héroïne commence immédiatement à le rassurer en lui disant que ce n'est pas vrai, mais que le mariage doit se faire avec une personne aimée, et que peu importe qui l'a forcé, on ne peut pas le contrôler.
Béatrice lui a demandé s'il ne voulait pas épouser la personne qu'il aimait, mais elle n'a pas entendu de réponse, et le garçon s'est senti gêné et a détourné le regard. Il était toujours silencieux, et elle ne comprenait pas pourquoi, malgré sa connaissance des sentiments des enfants, il s'avérait qu'il y avait quelque chose qu'elle ne savait pas. Et pourtant, l'héroïne n'était pas celle qu'il avait épousée dans le passé. Et pourtant, il avait épousé Lina. À ce moment-là, il lui vint à l'esprit que Lina aurait pu être une sainte depuis le début, une vraie sainte aurait utilisé ses pouvoirs, mais pour une raison ou une autre, elle continuait à utiliser la magie noire. Mais maintenant, peu importe qu'elle soit une vraie sainte ou non, l'héroïne n'avait aucune envie de la mettre à la place d'une sainte, mais elle voulait que Kyle soit toujours heureux et qu'il n'épouse pas de force quelqu'un qu'il n'aimerait pas. En tout cas, elle lui demande de lui faire confiance, et si le garçon suit ses conseils, il pourra certainement épouser celle qu'il aime. Le prince s'en réjouit, et au bout d'un moment, il dit que son amie était un peu différente aujourd'hui, qu'elle semblait plus déterminée qu'avant, et l'héroïne devint alors silencieuse, réalisant que le passé et le présent étaient deux personnes complètement différentes. Mais maintenant, elle allait changer encore plus, car c'est seulement dans ce cas qu'elle pourrait sauver tout le monde. À ce moment-là, elle lui prit le poignet, avec l'intention de dire quelque chose, et il sortit soudainement, et levant sa manche, la fille fut horrifiée, car elle était couverte de blessures. La jeune fille, effrayée, lui demanda de quoi il s'agissait, et le prince, hésitant, refusa de lui expliquer, l'assurant qu'il ne pouvait pas lui dire, et qu'il ne pouvait rien dire à son père, car il ne se souciait pas de lui, et que s'il voyait ses blessures, il ne ferait que se fâcher, et il demanda donc de garder le secret. Elle pensait que Kyle était un précieux prince de l'Empire, vivant sans problème, mais ses blessures, elle n'avait aucune idée de ce qui avait pu lui arriver, elle ne le savait pas non plus. Après cela, elle a soudainement crié, disant qu'il avait dit plus tôt qu'elle avait changé, et c'était vrai, elle avait complètement changé, et tout cela était pour le bien de ses proches, et c'est pourquoi elle avait l'intention de l'aider. Et bien qu'il soit faible, elle lui a assuré qu'elle trouverait un moyen de guérir cette maladie. Elle lui a promis que quoi qu'il arrive, elle ne le laisserait pas seul. Et après avoir réfléchi quelques secondes, le garçon a dit qu'il la croyait. Mentalement, il décida qu'il valait mieux écouter et qu'il pourrait ainsi devenir plus fort pour protéger les gens qu'il aimait. Mais que faire? Entendre seulement le bruit des pas de cette personne l'effrayait incroyablement. Pendant que la servante lui coiffait les cheveux, l'héroïne réfléchissait encore à qui avait pu faire ça à Kyle. Il ne lui avait rien dit jusqu'au dernier moment, et il semblait qu'il ne lui faisait pas encore entièrement confiance, ce qui la blessait un peu. Un instant plus tard, la servante annonça que les invités du duc venaient aujourd'hui, ce qui surprit la jeune fille, et lorsqu'elle découvrit qui venait, elle grimaça de dégoût. Les chefs des familles Hortan et Alius et leurs enfants allaient revenir. Cela semblait être le pire moment possible. Le jeune invité salue la jeune fille, lui assurant qu'elle est toujours aussi belle, et l'héroïne le remercie. Les parents se rendent alors dans la chambre du duc et ordonnent aux enfants de ne pas laisser la princesse s'attrister. Elle lui assure qu'elle a apporté un cadeau, et lorsqu'elle l'ouvre, l'héroïne est horrifiée de constater qu'il s'agit de chantilly, car pour son anniversaire, l'année précédente, elle avait mangé un gâteau avec de la chantilly, et un gros problème s'était produit. L'héroïne se rendit compte avec colère que c'était elle qui avait offert le gâteau à Cornelia et qui prétendait maintenant en public se soucier d'elle. Mais comme toujours, ce n'était qu'une ruse, et si elle refusait le cadeau, elle prévoyait d'embarrasser la jeune fille de toutes les manières possibles, car elle savait que devant son père, elle ne pourrait pas bouger. Elle demanda donc à Kitty d'apporter le thé dont elle avait parlé récemment, puis suggéra à Cornelia de l'essayer le plus tôt possible. L'héroïne m'a assuré que ce thé provenait d'un fournisseur de confiance, qu'il avait une saveur unique et une texture harmonieuse en bouche, qu'elle l'avait préparé spécialement pour elle et que je devais donc l'essayer dès que possible. Mais l'expression de son visage montra clairement qu'elle n'allait pas en boire une goutte, estimant apparemment qu'on lui avait servi un thé de mauvaise qualité et que le moment était peut-être venu de lui donner une leçon, puisqu'elle s'était toujours montrée impolie avec la jeune fille. Cornelia s'est détournée avec défiance, puis a demandé s'il s'agissait d'un thé authentique, car elle n'avait jamais vu cette société auparavant, et la couleur était étrange, et l'odeur était comme quelque chose de pourri, et quand elle a terminé, elle a dit qu'elle ne voulait même pas en goûter une goutte. Après cela, une jeune fille nommée Shaya, qui se trouvait à proximité,
a déclaré en larmes que ces mots étaient trop durs, car ce thé était importé par sa famille, qu'il était bon pour le corps et qu'elle n'avait pas de réaction allergique à ce thé. Mon père disait toujours à quel point il était difficile de le transporter depuis l'Ouest. Ce thé portait également son nom. Il a dit qu'il ajouterait Chaya au nom, et c'était la première fois qu'elle était aussi offensée, et elle s'est donc retirée. L'héroïne demanda pourquoi la jeune fille refusait de boire ce thé, ce qui provoqua la colère de Cornelia, mais elle continua, offrant de deviner, car la raison se trouvait dans ses actions. Cornelia a immédiatement commencé à se déculpabiliser, affirmant qu'elle ne savait pas ce qui se passait, mais l'héroïne a affirmé qu'elle savait que la duchesse était allergique à la chantilly, puis, avec un sourire malicieux, elle a ajouté que l'invitée ne savait vraiment pas pourquoi elle ne pouvait pas manger de chantilly, et que si c'était le sien, il ferait quelque chose de différent. Béatrice a dit qu'elle était reconnaissante de ce cadeau et que cela valait la peine d'essayer de le goûter, et qu'elle savait que lorsque les personnes allergiques le mordent, dans les 10 minutes qui suivent, les voies respiratoires se gonflent et il devient difficile de respirer, et que dans ce cas, il faut prendre l'antidote dans les 3 minutes qui suivent. Mais c'était justement un jour où son médecin était en vacances, et une personne souffrant de cette allergie peut mourir. Mais cela n'a rien à voir avec l'inconsciente Cornelia, après quoi elle a pris avec défi une bouchée avec une fourchette, et l'invité lui a demandé au même moment d'arrêter. À ce moment-là, le duc reçoit des invités et, s'adressant à Gaston, il lui demande s'il savait que la nourrice avait abusé de la princesse. Il répond qu'il l'a appris le jour même et qu'on lui a ensuite conseillé d'être plus prudent. Ces paroles choquent l'homme. C'était la première fois qu'il voyait Herzog éprouver des sentiments semblables au regret. Mais en fait, il avait laissé une si belle fille, et il était étrange qu'il n'ait jamais développé d'amour pour elle. L'homme a dit qu'il était encore possible d'arranger les choses, et il a donc proposé de préparer des cadeaux qui plairaient aux filles, ce à quoi il a répondu qu'il le faisait, mais que, pour une raison quelconque, elle n'aimait pas cela. Gaston, horrifié, se rendit compte que ces robes somptueuses étaient au goût de l'homme, mais que la dame n'aimait manifestement pas cela, et il dit qu'il savait ce qui pourrait plaire à la princesse. Ensuite, il a chuchoté quelque chose à l'oreille du duc, disant que le chef de Combelle était honoré d'avoir un si beau cœur, et elle l'a dit, après quoi le père s'est demandé s'il savait quelque chose au sujet de cet enfant. À ce moment-là, un serviteur est entré dans la pièce, disant qu'il y avait un problème, et lorsqu'il a quitté la pièce, le père a remarqué que la fille essayait de mordre dans le gâteau et l'a immédiatement enlevée, en lui demandant ce qu'elle faisait. Le père de Cornelia est également sorti et est allé voir sa fille en lui demandant ce qui se passait. Sa fille lui a répondu que la princesse lui avait fait peur et qu'elle risquait maintenant de s'évanouir. L'homme dit que sa fille a un cœur très faible et que si elle tombe, sa vie peut être en danger. Il s'adresse donc au duc et lui dit que même si la princesse est sa fille, il ne peut pas fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Cette situation commençait à irriter Béatrice et elle décida qu'il serait préférable de s'excuser et d'en finir, bien qu'elle n'en soit pas très sûre, mais son père était là lui aussi. La jeune fille se lève et assure qu'elle n'a pas fait une bonne blague à Cornelia et que si elle l'a effrayée, elle est désolée. Mais l'homme l'interrompt en disant que ce n'était pas une blague et que sa fille avait failli mourir à cause de cela. Alors il exige qu'il dise quelque chose. Cette fois, Herzog est intervenu, lui rappelant que sa fille lui avait dit que tout cela n'était qu'une blague, qu'il s'agissait d'un amusement enfantin et qu'il devait l'oublier. Mais s'il n'oublie pas, quand il était sur le point d'expliquer le cadeau d'un gâteau avec Chantran, de la part d'un membre de la famille Hortense, la princesse a failli mourir en le mangeant. Et ce n'est pas un secret. Et cela signifiait qu'il allait vraiment la tuer. La voix du duc se fait de plus en plus furieuse, et l'homme regarde sa fille avec effroi, ne réalisant pas ce qu'elle a fait, et le duc est déjà en train de bouillir de rage, bien que Gaston tente de le calmer. Au bout d'un moment, le chef de la famille Horton a ordonné à sa fille de se lever immédiatement, puis il a baissé la tête, il s'est excusé pour les ennuis qu'il avait causés et ils se sont inclinés. Il était temps de demander à Béatrice ce qui s'était passé, et le père demanda aussi pourquoi sa fille l'avait malmenée. Et dans son esprit, il comprenait déjà pourquoi ce rapprochement soudain lui avait paru suspect dès le début. L'amitié de Béatrice pour sa fille n'était qu'un prétexte. Après cela, il se tourna vers Gaston, lui demanda quel était le pouvoir caché du marquis d'Horten, lui fit dire qu'il ne s'y intéressait pas, et, à partir de ce moment,
le duc ne voulut plus rien savoir de lui. Il termina en disant à sa fille que si elle rencontrait à nouveau ce genre de situation, elle ne devait pas se battre seule, mais le lui faire savoir, et lui promit qu'il arracherait les crocs du marquis. La jeune fille savait que s'il s'était agi d'elle dans le passé, elle aurait été réprimandée pour avoir causé un tel remue-ménage, mais aujourd'hui, il y avait quelque chose d'étrange auquel elle n'était pas habituée, et elle se demandait donc ce qui avait bien pu se passer. Après la visite de Cornelia, il n'y a pas eu d'incident. Il semble qu'elle passait aussi le temps si calmement du passé, ne sachant pas ce que l'avenir lui réservait, et maintenant l'hiver est arrivé. L'héroïne était assise près de la fenêtre, pensant qu'elle évitait son père depuis 6 mois, qu'elle le voyait parfois venir la voir, mais qu'il n'organisait pas de rencontre, qu'il pensait simplement que sa fille était devenue plus intelligente et qu'il avait peut-être d'autres attentes que par le passé. Même si elle n'a aucune envie de se rapprocher de lui, car elle a renoncé à ce rêve dans le passé, elle protégera néanmoins la famille à laquelle il tient le plus, et ce sera aussi plus sûr pour elle. Soudain, dans son dos, quelqu'un remarque que le vent est assez fort. Elle se retourne et est choquée de voir Ivan, le chef de la guilde de l'information, debout devant elle, lui assurant qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps et que c'est l'hiver. La première chose que la jeune fille lui demanda fut s'il était déjà venu ici, s'il avait trouvé Lina, mais elle n'obtint pas gain de cause. L'homme lui assura qu'il avait essayé, mais qu'il n'avait pas réussi à la trouver. L'héroïne s'est mise en colère, disant qu'il n'osait pas s'appeler une guilde d'information s'il n'avait pas été capable de trouver une personne à ce jour. Ce à quoi le président s'est excusé et a posé une question soudaine sur l'existence même d'un tel enfant. Mais la jeune fille lui rappela qu'elle l'avait déjà informé que Lina était sous la tutelle de l'Église et il lui demanda s'il était possible qu'elle soit ailleurs. Ce n'était pas possible. Et d'ailleurs, un enfant aux yeux rouges et aux cheveux noirs n'était pas rare dans l'Empire, et il avait beau fouiller tous les temples, il n'y avait pas d'enfant de ce type. Ensuite, l'homme a commencé à poser des questions pour savoir si Lina n'était qu'un pseudonyme, s'il était possible qu'elle ait une famille et si elle vivait dans l'Empire depuis sa naissance. Béatrice n'a pas pu donner les réponses nécessaires, car il y avait trop peu d'informations sur Lina, mais personne n'a douté de son existence. Après quoi, Ivan a demandé pourquoi la sainte pensait qu'une telle enfant existait.